Bah écoute, je crois qu'on a fini avec nos questions, qu'on va pouvoir de surprendre encore davantage avec des questions du public, à savoir quand même que je voulais le noter. Alexis n'a pas voulu voir les questions avant qu'on les lui pose ce soir. Donc il ne sera pas plus surpris quand c'est vous qui les poserez que nous. C'est juste Valentine et moi par contre qui Évidemment. allons découvrir vos questions à partir de maintenant. Voilà, et si Euh, jamais j'ai oublié des trucs, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, ce que vous voulez, ou pas. Ah, je vois Allez. qu'une première main qui se lève. Bravo madame, vous êtes très courageuse. On applaudit madame. C'est vous, est-ce qu'il y a un micro qui va arriver? Voilà, il est là, le jeune homme avec une chemise blanche, il est très élégant. C'est Et une qui chemise vient- Hugo Boss. Et qui vient juste, je précise Hugo rapidement, Boss. pardon, il y a des autorisations, la masterclass est filmée ce soir, il y a une petite caméra ici et là-bas. Ok. Vous aurez un petit papier après, faut Ok. juste préciser si vous êtes bien d'accord pour être filmé quand vous posez Je une suis question. bien d'accord pour être filmée. Merci beaucoup. Merci. Je crois que j'ai le même appareil en plus. Enfin, bon, peu importe. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai vu que Edmond quand j'étais au lycée. Ça date un petit peu. Enfin, pas trop, mais bon. Vous avez une question très très longue en tout cas. Pardon. Vous avez sorti un carnet. Un peu. Oui, en fait, vous faites plus. Donc là, vous avez 3 spectacles qui jouent actuellement. 4. 4, autant pour moi. Comment ça se passe en répétition? Est-ce que vous répétez encore les spectacles? Est-ce que vous participez aux répétitions? Vous ne pouvez pas assister à toutes les représentations, mais enfin, voilà, Ouais. comment vous vous organisez pour la Alors, continuité? les répétitions, c'est avant que le spectacle démarre. Oui, bien sûr, Ouais. mais vous continuez pas à répéter même des Une fois. fois que le spectacle est parti? Ouais, Non, c'est fini les répétitions. ok, Là où on répète, c'est si jamais il y a des nouveaux qui intègrent la troupe. ok, Ce qui arrive régulièrement. Mais en gros, la création d'un spectacle, ça dure à peu près 2 mois. Et c'est la période qui précède la première. ok. Donc là, par exemple, Passeport, on a démarré la semaine dernière, on a démarré le 26 janvier. Mhm. On a répété 2 mois avant. Là, c'est lancé. Et à partir de maintenant, j'ai plus trop besoin d'y aller, on va dire. Ok, Voilà, ça va être, je vais avoir moi une assistante ou un assistant, metteur en scène résident, quoi. Quelqu'un qui va venir au moins une fois ou 2 par semaine et qui va donner des notes pour s'assurer que le spectacle ne bouge pas. ok, Ça, c'est des trucs que je vais mettre en place, moi. En général, la personne, l'assistant, soit c'est quelqu'un qui était avec moi à la création, ok. donc qui a été mon assistante ou mon assistant à la création, soit c'est un acteur de la troupe ou une actrice de la troupe qui l'a joué suffisamment de fois pour connaître vraiment très très bien le spectacle et qui donc va se charger de la formation des suivants. Ok. Donc il y a souvent ce système de cooptation. Pardon. Donc du coup, sur un spectacle comme Edmond, par exemple, Fanny Moutero, qui a joué Rosemonde un certain nombre de fois, elle s'occupe maintenant de venir leur faire des notes régulièrement. Elle s'occupe quand si jamais je vais choisir des nouveaux acteurs, parce que parfois on a besoin de nouveaux comédiens, je vais les choisir moi, je vais faire un casting, je vais les choisir, et après c'est elle qui va les former. Et après, moi, je vais arriver pour le dernier filage, quoi, en gros. Pour la dernière répétition, je vais donner quelques notes, etc. Mais comme c'est un travail de recréation et pas un travail de création, il faut faire ce qui a déjà été fait, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Et Fanny, par exemple, cet été, on a créé le spectacle Edmond, on est allé le créer à Buenos Aires avec des Argentins. Donc, moi, je suis allé à Buenos Aires pour faire le casting d'abord. Et ensuite, elle est partie 2 mois là-bas. Et elle a recréé exactement le même spectacle, mais dans une salle un peu plus grande à Buenos Aires. Et je suis venu pour les derniers 10 jours, quoi, en gros. Voilà, donc ça, c'est un exemple, c'est Edmond. Sur chacun des spectacles, il y a au moins 1 ou 2 référents qui peuvent reformer une troupe. Ça a été le cas sur Intramuros aussi. Sur Intramuros, le spectacle qui se joue simultanément à Paris, en ce moment, hein, du mardi au dimanche, quoi, à Lyon, à la Comédie Odéon avec une troupe lyonnaise qu'on a formée là-bas, et à Nantes, au Théâtre Sans Nom, avec une troupe nantaise qu'on a formée là-bas. Donc, pardon, excuse-moi, couscous. Avant ça, on est donc allé à Nantes, et là j'ai envoyé Johan Dionnet, qui était l'un des acteurs qui jouait Richard dans Intramuros à Paris, qu'il a joué beaucoup de fois, et donc il allait monter la pièce là-bas avec les Nantais. Et moi, je suis arrivé pareil pour la dernière semaine. Donc voilà, il y a un système un peu où je délègue pour que la maintenance soit plutôt assurée par des gens qui connaissent bien le spectacle. Ça va? Pas de malaise? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Je redonne. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'en vois un ici, madame. Tout à fait. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous connais pas du tout. Je vous connais que de réputation. Comment vous avez atterri là alors? Parce que j'ai des amis qui vous aiment beaucoup et qui Ils sont sont là cultivées et chanceuses. Bonjour. Non, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si ça intéressera les autres, mais je suis très curieuse de savoir comment vous êtes arrivé au théâtre. Parce que certes, vous créez... Je suis venu en Uber. C'est quoi votre cursus en fait? Parce que vous avez l'air d'être extrêmement chanceux et d'enchaîner les succès. Comment vous arrivez à monter des pièces Alors déjà, j'ai l'air très jeune, mais j'ai 41 ans. Donc ça personne fait n'est longtemps parfait. que je fais ce métier. J'ai commencé à 18 ans, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé en tant que comédien. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était comédien. Et je passais un concours d'école, etc. Et voilà, et j'ai commencé à passer des castings. Et je faisais des séries comme la série préférée de Valentine, Diane Femme Flic, et d'autres, des trucs sur TF1. Et grâce à ces séries, j'étais aussi au théâtre. J'ai commencé en tant que comédien au théâtre. La première pièce que j'ai fait, et ça j'étais très chanceux, c'était un Roméo et Juliette mis en scène par Irina Brouk, qui a joué à Chaillot en tournée. Enfin, ça a été une expérience assez formatrice. J'avais 18 ans, 18-19 ans. Et après ça, j'ai monté mon premier spectacle, Le mariage de Figaro, donc que j'ai amené en 2005 à Avignon. Mais c'était un truc d'école avec des potes, on était au conservatoire, etc. Et grâce à l'argent que je gagnais en faisant Diane Femme Flic, je pouvais louer mes premiers théâtres à Avignon. Puisque Avignon, comment ça se passe? En fait, en gros, en tout cas à l'époque, on louait une salle pour, on va dire, allez, 10 000 €. Et on a la salle pour le festival qui dure 3 semaines. Et pendant 3 semaines, nous, on va garder l'argent des recettes. Voilà. Et après, à notre charge de loger tout le monde, etc. Donc, c'était un joyeux bordel. Moi, la première fois que je suis parti à Avignon, j'avais aucune idée qu'on pouvait vendre des dates d'un spectacle. Je ne savais pas du tout que le théâtre avait une économie. J'y allais vraiment en mode, on va faire des chansons de parade et on va jouer le soir et ça va être trop cool. Et la première fois que quelqu'un m'a dit, mais est-ce que vous avez un dossier de presse? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un dossier de presse? Et c'est vraiment au premier Avignon que j'ai tout appris sur ce qu'est le théâtre et comment on peut vivre du théâtre. Voilà, et à partir de là, en fait, je suis revenu. Et après, j'ai fait 15 Avignons. Donc, c'est pas mal. 2005, 2006, 2001. Et à chaque fois, au début, je jouais dans les spectacles aussi. La Mégère, Roméo, etc. Je jouais dedans jusqu'au jour où j'ai fait Le Porteur d'Histoire en 2011, qui est le premier spectacle que j'ai donc écrit et dans lequel je n'ai pas joué. Et j'ai tellement aimé ça qu'après, j'ai continué à ne pas jouer dedans. Et voilà. Et à partir du Porteur d'Histoire, il s'est passé quelque chose. Et là, le spectacle a commencé à marcher suffisamment bien pour que je gagne ma vie avec et que je me dise, bon, bah, en fait, mon métier, ça va être d'écrire et de mettre en scène des spectacles, quoi. Donc, c'est arrivé petit à petit. Là, je vous ai fait un topo très rapide. Mais tous les Avignons, c'est des galères phénoménales, c'est des doutes permanents, c'est des questionnements de « mais ça va jamais marcher ». Et pour la petite histoire, Le Porteur d'Histoire, c'est un spectacle qui est né parce que juste avant ça, on devait créer, donc on faisait des classiques revisités, on avait fait un spectacle qui s'appelait La Mégère à peu près apprivoisée, qui avait pas mal joué, qui avait joué au Splendide notamment, et je me disais que ça allait être mon créneau, quoi. Et donc on a travaillé sur un chapeau de paille d'Italie, de La Biche. Et pendant 2 ans, on a bossé dessus. Et pendant 2 ans, on a tous, le deal, c'était qu'on devait tous apprendre un instrument de musique. Et donc, moi, je me suis mis à la trompette. Et tout le monde s'est mis à ça. Et on devait jouer ce spectacle un peu. On était une dizaine. Et on a un prod qui était intéressé et qui nous a dit, bon, bah, faites-nous une lecture. On a fait une lecture. Tout le monde était là. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on bossait sur ce spectacle. Et tout le monde à la lecture a fait, ah, c'est super, c'est super. Et puis finalement, personne ne nous a suivis et on s'est retrouvé le bec dans l'eau à se dire, ben, ça va jamais se faire ce spectacle. Et ça, il y en a plein des histoires comme ça. Donc des trucs qui ne se sont jamais faits, comme mon film, Escort Boys, comme plein de choses sur lesquelles j'ai bossé et qui ne sont jamais faits, quoi. Et à ce moment-là, au moment où on était en plein dans ce truc de bon, bah, ce spectacle ne va pas se monter, je suis allé voir mon ami Benjamin Belcourt qui est marié à Julie Zenati. Et donc, je me suis retrouvé à un concert de Julie Zenati. Et à l'entracte, je discute avec Benjamin et il me dit ah, je suis un peu emmerdé. Le mois prochain, tu sais, je fais un festival là, au Ciné 13. Donc, le Ciné
13, c'est aujourd'hui le Théâtre Le Pic, sur la butte Montmartre, une salle d'environ 100 places. Et il me dit, j'ai ce festival, je suis un peu emmerdé, j'ai un auteur qui vient de me lâcher. C'est dans 1 mois. Il y a 3 dates. Tu peux pas me faire un truc? Je dis, dans 1 mois? Il me dit, ouais. Je dis, c'est quoi le concept? Il me dit, c'est un festival sur le fait divers. Je dis, d'accord. Il me dit, c'est de la création contemporaine. Tu veux pas écrire un truc là? Je fais, dans 1 mois? Il me fait, ouais. Je fais, vas-y, c'est combien de temps? Ça doit durer combien de temps? Il me dit 26 minutes ou 52 minutes. Je fais, 26. 26, c'est un peu court, mais 52 peut-être. Ouais. Il me fait, vas-y, ok, je te bloque les créneaux. Je fais, d'accord. Et là, j'appelle des comédiens et je leur dis, j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être un truc, une histoire que j'ai en tête, mais par contre, je vais vous la raconter et je vais pas l'écrire, je vais vous la raconter et on va la créer au plateau. On va l'écrire au plateau, quoi. Et donc, je suis allé chercher des comédiens et je leur ai pitché le porteur d'histoire. Et en fait, en pitchant le porteur d'histoire, je commençais à moi-même mieux raconter cette histoire. Et on a créé la première moitié du spectacle. Donc, ça devait se jouer 3 fois dans ce festival. Et on s'arrêtait en plein suspense. Et il y a quelques personnes qui l'ont vu à ce moment-là et qui ont dit, mais on aimerait bien savoir la suite, quoi. Et donc, j'ai fait OK. Et donc, j'ai écrit la suite pour Avignon. Et donc, ce truc n'aurait dû jamais exister. Et au départ, vraiment, je me disais, bon, le chapeau de paille d'Italie, ce sera notre gros spectacle qui va marcher. Et le porteur d'histoire, on va le jouer 10 fois. Mais ça va être sympa. Ça va être un ovni, mais ça va être sympa. Et au final, la vie a fait que... Voilà. Et l'ironie du sort, qui est que 2 ans après, on a gagné des Molières. Et donc, je suis monté chercher le Molière de meilleur auteur. Et c'était Nicolas Bedos qui présentait la cérémonie. Et donc, j'ai raconté cette histoire en disant, voilà, et en fait, s'il n'y avait pas eu cet auteur qui l'avait planté il y a 3 ans, je ne serais pas là, et c'était Nicolas Bedos. Donc, la boucle était bouclée, quoi. C'était un peu fou. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je retiens énormément de travail. Ouais, un petit peu. Plein de questions, du coup, super. Ça y est, c'est lancé. Allez-y, comme vous voulez. Après, on va remonter dans les étages. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez adapté en France les producteurs de Mel Brooks. Je voulais savoir si c'était une expérience que vous voudriez renouveler. Avec, vous recommandez, je crois que vous allez dire. Pardon? Que vous recommandez. Est-ce que c'est une expérience que vous recommandez? Non, que vous voulez renouveler, bien sûr. Ouais, et est-ce que faire une adaptation comme ça, c'est moins de pression pour vous parce que vous n'avez pas toute une création, enfin écrire quelque chose, ou est-ce que c'est plus de pression parce que du coup vous êtes peut-être éventuellement attendu au tournant, surtout quand vous faites quelque chose c'est clairement connu. Moins de pression. C'est clairement moins de pression. Moi, de ne pas avoir l'histoire, de ne pas porter l'histoire, c'est clairement moins de pression. C'est plus un jouet, quoi. Enfin, moi, j'adore, c'est un cadeau, quoi. Et puis surtout les producteurs, d'avoir 17 acteurs sur scène, un orchestre, enfin, c'était fou, quoi. Moi, c'est vraiment un metteur en scène, on lui donne ça, c'est génial, quoi. C'est plein de choses avec lesquelles je vais pouvoir m'amuser, quoi. C'était trop cool. Et puis, je savais que l'histoire, elle est solide. Je la connais, donc j'ai confiance dans cette partie-là, quoi. Voilà, l'exercice, c'était surtout d'adapter. Et puis, il y avait quand même quelques trucs à adapter. Et puis le reste, c'était vraiment du fun. Mais par contre, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, on va dire de ma génération et en dessous, surtout, ne connaissaient pas Mel Brooks. Et donc, pour pas mal de gens, c'était vraiment ma création. Et donc, parfois, j'avais... plus des critiques, genre le masque et la plume, tout ça. Voyez. Ouais, mais c'est même pas le masque et la plume, c'est les gens qui, sur Instagram, m'envoyaient « Ouais, mais comment on pouvait écrire un truc, les nazis, machin ?» Et j'étais là, c'est pas moi. Et voilà, quoi. Donc, mais oui, non, moi, du coup, j'ai pas cette pression-là du tout. Voilà. Merci beaucoup. C'est marrant de te dire que tu as moins de pression à adapter du Mel Brooks. Bah ouais, mais c'est déjà fait, quoi. Moi, j'ai juste la mise en scène à faire, entre guillemets. Hein. C'est vraiment 2 tafs qui s'accumulent, l'écriture et la mise en scène. Hein, donc, quand il y en a un en moins, déjà, c'est une pression en moins, quoi. Ouais. Alors, aux étages, qu'est-ce qu'on a? On a monsieur avec une chemise rouge. On ne voit que vous. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à dire que déjà, contrairement aux autres spectateurs, moi, j'ai vu toutes les pièces. Oh, merci. Même passeport. Merci, c'est gentil. Non, je plaisante.
Il y a des pins à la sortie. C'est Valentine qui les a fait elle-même. Non, ma question est la suivante. Il y a un protagoniste qui revient souvent quand je vous écoute, c'est Benjamin, donc qui est votre producteur. Et ma question, c'était de savoir finalement, est-ce qu'on a forcément besoin d'un producteur quand on a une compagnie théâtrale et qu'on veut produire des pièces de théâtre? Est-ce que c'est possible sans? Si oui, comment? Et si c'est pas possible sans, comment on fait pour rencontrer des producteurs? Voilà, c'est un peu ça la question. Bah alors ça dépend si vous voulez faire du théâtre privé déjà ou du théâtre public, hein, puisque c'est pas la même fonction. Attention à la vulgarisation, là il y a beaucoup de mots que peut-être des gens ne comprennent pas dans la privé, salle. Théâtre subventionné. Bah, est-ce que tout le monde sait qu'il y a le théâtre privé et le théâtre subventionné ou pas? Bon, du théâtre subventionné, c'est du théâtre donc public qui reçoit donc des subventions, l'Odéon, la Comédie Française, la Colline, plein de théâtres qui ont une subvention de la ville et donc qui ne dépendent pas de la présence du public pour arriver à faire leur création. Alors que du théâtre privé, moi, c'est ce que je fais, donc le théâtre du Palais Royal. Tous les théâtres dans lesquels j'ai des spectacles, c'est des théâtres privés. Et donc, s'il n'y a pas de gens dans la salle, le spectacle s'arrête parce qu'en fait, il n'y a pas assez pour payer les comédiens, en gros. Et donc, si vous voulez faire du théâtre public, là, c'est pas tant le producteur qui compte, c'est les subventions. Et donc, il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut faire des spectacles qui correspondent à certains canons et certaines thématiques, etc. Et il faut un projet pédagogique. Et c'est un autre parcours du combattant, mais en tout cas, c'est pas le mien. Moi, je le connais pas puisque je fais du théâtre privé. Le théâtre privé, en revanche, l'addition est beaucoup plus simple. Il faut juste qu'il y ait des gens dans la salle. Donc, quel que soit ce que vous faites, il faut qu'il y ait des gens dans la salle. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui viennent voir ce spectacle. En l'occurrence, dans ce cas de figure-là, avoir un producteur, ça épargne beaucoup de charges. Avant de rencontrer donc des producteurs sur mes premiers spectacles, il faut tout faire soi-même, quoi. Donc, c'est un travail de compagnie. Donc, on espère trouver un administrateur de compagnie qui vient. En général, c'est le copain ou la copine de l'un des gens de la troupe, qui s'y connaît un peu en compta et qui accepte de faire les choses. Mais je peux vous dire que c'est une tanasse parce qu'il faut contacter je ne sais pas combien de caisses d'allocation, de retraite, de machin. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment quand on va être dans les règles. Quand on paye les gens, bon, c'est pas toujours le cas au début, mais voilà, en tout cas, dès qu'on fait un cachet, c'est vraiment super relou, quoi. Donc, dès qu'on a l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui va se charger de la partie production, pour moi, c'était du pain béni, quoi. C'était beaucoup de travail en moins, quoi. Donc ça a été à partir de la mégère à peu près apprivoisée qu'on a amené à Avignon, effectivement, en 2006, et on a rencontré Arthur Jugnot. Donc Arthur Jugnot, il venait d'acheter le théâtre des Béliers à Avignon, il a vu la mégère, il a adoré, il a dit voilà, j'ai envie de te produire. Il en a parlé à ses associés et donc ils nous ont produit. Et donc pour la première fois, on a découvert ce que c'était d'avoir un producteur. Concrètement, avant ça, le décor de la mégère à peu près apprivoisé, c'était 2 draps. On avait un drap bleu qui a été peint par mon père avec des petits nuages et un drap jaune qui était censé symboliser la plage. Et c'était très très moche. Tout était mais d'une laideur, pas à cause de mon père, mais à cause de moi et mes goûts esthétiques qui étaient proches du zéro. Et le producteur est arrivé, il m'a dit ce serait quand même pas mal que vous ayez un décor. Et donc du coup ils nous ont payé un décor avec une scénographe et ça a été la première fois que j'ai eu un décor, quoi. Des tabourets. Des tabourets, du coup. Non, alors les tabourets c'était après, mais ça c'était déjà un concept, quoi. Mais là on a eu un vrai décor. La mégère, on avait des ampoules, on avait 160 ampoules qui s'allumaient en même temps. Ça pesait un âne mort. On jouait au Ciné 13, donc au Théâtre Le Pic, les lundis. On devait monter le décor avant la reprise et le démonter, et il fallait tout amener au stock 3 étages plus bas. On s'est fait des limbagos à monter ce décor, on le détestait ce décor. Mais c'était joli et effectivement c'était un peu plus sérieux et un peu plus professionnel quand on a joué ce spectacle, quoi. Donc ça nous a beaucoup aidé d'avoir des producteurs. Et comment on fait pour trouver des producteurs? Il n'y en a pas beaucoup, des producteurs de théâtre privé. Donc déjà quand on en a, c'est génial. Et le meilleur endroit pour qu'ils viennent vous voir, ça reste Avignon. Avignon, c'est l'endroit où tout se fait. Parce que contrairement à Paris où c'est vraiment très difficile de faire bouger des gens, à Avignon les gens ils sont là pour voir du spectacle. C'est une plateforme du théâtre vivant, c'est un endroit où se retrouvent beaucoup de spectateurs mais surtout beaucoup de professionnels de partout en France et même dans le monde, des gens qui viennent faire leur marché, qui viennent acheter des spectacles, et puis des producteurs de théâtre privé qui viennent aussi, qui sont un peu à l'affût, et principalement ces temps-ci ils sont à l'affût d'auteurs et d'autrices. Parce que
ces dernières années, on s'est rendu compte, avec mes spectacles, mais avec aussi d'autres jeunes auteurs qui marchent, comme Mélodie Mouret, comme Aïda Asgarzadeh, comme Azopardi, etc. Il y a quand même aujourd'hui un vrai besoin d'auteurs dans le théâtre, et on se rend compte qu'en fait, quand on a une super bonne histoire, on n'a pas forcément besoin de tête d'affiche pour que ça marche. Donc, même dans le privé, quoi. Donc, les producteurs, ils sont beaucoup à l'affût de ça. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Allô, allô. J'ai beaucoup aimé le allô, allô. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais une question. On a évoqué, vous avez évoqué tout à l'heure les différents médiums, cinéma, roman, théâtre. Et je me demandais, quand vous avez écrit et que votre roman est paru, quand on a l'habitude que ces personnages, du coup, vivent, que ce soit à l'écran ou au théâtre, est-ce que c'est pas frustrant, du coup, de s'arrêter à la forme roman, même si c'est déjà super chouette Alors, ça dépend pour qui. Mais c'est vrai que moi j'ai un luxe énorme de pouvoir toucher à tous ces médiums. Après, moi, c'est pas ça qui m'a le plus dérangé dans l'expérience du roman. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que je suis pas un solitaire. Moi, j'aime bien la troupe, j'aime bien l'équipe. J'adore avoir une équipe de théâtre. J'adore quand on partage les bonnes nouvelles comme les moments durs. Et un roman, on est tout seul. C'est-à-dire que pas seulement à l'écriture, ça c'est normal, mais même après à la sortie. En fait, la sortie d'un roman, concrètement, quand on va faire des signatures du roman dans une foire ou dans un salon du livre, déjà, tout le monde n'a pas la chance d'en vendre. Donc souvent, moi j'avais la chance d'en vendre et j'avais des gens à côté qui attendent toute la journée avec leur pile de romans qui puissent en signer un. Et moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit « Bon, je vais vous en prendre un », je dis « Merci », il l'a pas lu le truc. Donc, on ne peut pas en parler. Quand je croise quelqu'un à la sortie d'une pièce, on parle de la pièce. Quand je croise quelqu'un à la sortie d'un film, on parle du film. Là, il n'y a rien à dire. Donc, c'est moi qui fais la conversation. Donc, je suis obligé de faire. Et donc, vous êtes de Nancy C'est un enfer. Et je fais ça 150 fois dans la journée. Et je rentre chez moi et je me dis, j'ai fait tout ça pour vendre 150 bouquins, ce qui est à peu près l'équivalent de remplir une salle de 150 places. Sauf que quand je remplis une salle de 150 places, je ne vais pas parler à chaque personne en lui demandant bonjour, vous êtes d'où? Donc ça m'a un peu, échaudé. Mais par contre, l'expérience du roman, le fait qu'il y ait des gens qui le lisent, ça c'est fabuleux. Le fait de se dire qu'il ne m'appartient pas et que parfois quelqu'un à un moment dans son intimité va le lire et va vivre ses émotions, et que en fait, peu importe si je l'ai écrit il y a 5 ans, quelqu'un qui le lit aujourd'hui va trouver les mêmes émotions qu'il y a 3 ans. Enfin, ça c'est génial. L'objet, c'est génial. L'expérience humaine, je préfère faire une pièce, quoi. Voilà. Et puis qui sait, ça sera peut-être adapté un jour, peut-être pas en pièce, mais peut-être en série, ce serait chouette. Voilà. Est-ce qu'il y a une... je vois qu'il y a des questions à chaque étage. Je vois deux bras qui se lèvent là-bas en face. Ouais, alors, c'est hyper pratique. Je sais, le faut micro sortir. se déplace. Voilà. On remercie encore une fois Hugo Boss, le partenaire de la soirée, au niveau des ouvroirs. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette masterclass. Merci à vous. J'ai une question rapide. À différence de vous, Alexis, à 18 ans, je n'avais pas le courage de faire du théâtre. J'étais plus mené par la raison et du coup, j'ai fait des études. Des études plutôt classiques. Des études de quoi? Des études de commerce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais un métier qui me plaît, mais je ne suis pas plus épanoui que ça, et qu'en parallèle, j'ai fait du théâtre, ce qui m'anime beaucoup. Quel conseil avez-vous pour moi pour le jour où je vais signer ma démission, faire mon burn-out merci. Et partir faire du théâtre, quoi. J'ai quand même eu un applaudissement au Palais Royal, et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Et vous voulez faire quoi? Comédien, vous voulez faire? Oui. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Ouais, ça va, il y a le temps. Je vais vous donner les mêmes conseils que je donne à chaque fois quand je vais faire des cours de théâtre, etc. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. C'est ce que je dis toujours. Même si y a un léger avantage pour les mecs, parce que le monde est injuste et que effectivement,
C'est moins grave si on commence tard, parce que pour les mecs, les rôles intéressants, ils arrivent plutôt à 40-50 ans. C'est comme ça, c'est dur. Mais globalement, plus vous commencez tôt, mieux c'est. Pour tout le monde. Si vous avez envie d'être comédien ou comédienne, les choses que vous allez faire dès le début, ce sera du temps pas perdu. Aussi, quand on parle d'une école de théâtre, primordial, important, pas seulement pour ce que vous allez y apprendre, mais aussi pour les gens que vous allez rencontrer. Parce que comédien, c'est un métier de réseau aussi. Et donc, plus vous connaissez de gens, et plus des gens vous connaissent, et plus il y a une possibilité qu'ils pensent à vous. Comédien, c'est un métier où vous devez susciter le désir chez les gens. C'est pas comme écrire où c'est nous notre propre croix. Quand on est comédien, il faut que des gens aient envie de travailler avec nous. Moi, je dis souvent, il y a 2 qualités essentielles qui font la différence. Parce que quand je me retrouve dans une classe d'apprentis comédiens, je leur dis, voilà, vous n'allez pas tous exercer ce métier-là. Il y en a qui vont lâcher, il y en a qui vont faire autre chose, et il y en a une minorité d'entre vous qui, dans 10 ans ou dans 15 ans, vous serez encore comédien. Et c'est le but. Le but, c'est d'être comédien encore dans 10 ans, dans 15 ans, toute votre vie. Et pour ces gens-là, sachez qu'il y a 2 qualités qui vous distingueront. Parce que souvent, dans les classes de théâtre, il y a un peu des stars de la classe. Ce n'est pas forcément eux qui vont bosser. Ceux qui vont bosser, c'est ceux qui ont ces 2 qualités-là. Une force de travail et être sympa. Et ça a l'air de rien, mais c'est ce qui fait tout. Force de travail, parce qu'en fait, en gros, dès qu'il y en a un qui a un petit au flanc, bah, il sera désavantagé face à la personne qui va bosser comme un dingue, qui va travailler ses textes, qui va arriver en avance, qui va tout ça. Moi, quand j'avais 18 ans et que je commençais à tourner, je voyais des jeunes comédiens un peu branlos qui fumaient leur clope, qui arrivaient, qui n'avaient pas appris le texte et qui disaient ouais, j'enchaîne, j'ai encore 3 tournages derrière. Et j'étais là, oh là là, peut-être qu'en fait, pour y arriver, il faut être un peu un connard. Et ben en fait, des années plus tard, non, pas du tout. Je vous rassure, ces gens-là ne travaillent plus, alors que des gens qui étaient là et qui bossaient comme des malades et qui étaient en plus sympas, et c'est la deuxième partie de l'équation, parce qu'en fait, si on est un connard, en fait, on ne retravaille pas avec vous, quoi. Et les gens sympas, c'est vraiment sympa, quoi. C'est-à-dire que moi, je me souviendrai toujours de mon premier Avignon avec Régis Vallée, donc, qui est mon acteur fétiche, qui jouait, si vous avez vu Les Producteurs, qui jouait le nazi dans Les Producteurs, il a créé Le Porteur avec moi, il a créé Edmond, il faisait Jean dans Edmond, voilà. Et donc on est sur ce premier Avignon et on arrive, on a fait toutes les erreurs qu'on doit commettre au premier Avignon, hein. On a trouvé un logement à 40 km d'Avignon, à Sérignan-du-Comtat. On devait faire 1h30, 1 heure de route à chaque fois. On jouait à 22h30. Le mariage de Figaro, ça a duré 2h30. On sortait, il était 1h du mat. Et voilà. Et l'équipe était, on va dire qu'il y en avait beaucoup pour qui c'était le premier Avignon. Donc il y a eu beaucoup d'engueulades. Moi, je faisais office de prof, de papa, de mono, de tout ça, de psy. Voilà. Et j'ai perdu 8 kilos. Et Régis, donc on avait loué cette maison à 40 km qui était un mas provençal, où clairement c'était un mas pour 8 et on était 13. Et Régis et moi, on dormait dans le salon sur une couette, même le sol, non pas un matelas, mais une couette. Et on a dormi là-dessus pendant tout le festival. On était les premiers levés. On allait chercher des cartons pour coller nos affiches, parce qu'on a compris qu'il fallait en fait des cartons pour poser nos affiches, qu'il fallait qu'on ait un dossier de presse, que ceci, que cela. Et Régis, il était toujours content. Il était toujours au taquet. Il écrivait des chansons de parade. Hein. Il avait une guitare. Il chantait comme un dingue. On rentrait le soir, on terminait le spectacle, on rentrait en voiture et sur l'heure de route, en fait, on débriefait du spectacle. Il me disait mais alors, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Et il était constant pendant tout le festival. Et donc, il y en avait qui m'ont cassé, voilà, qui étaient insupportables. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je veux faire tous mes spectacles avec lui, en fait. Donc, voilà, rendez-vous indispensable. Soyez sympa, en fait. Ne vous plaignez jamais. Ne vous plaignez pas, juste essayez de tout donner pour arriver à faire ce spectacle. Trouvez une école, bossez. Et puis après, le reste, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire en plus. C'est-à-dire que concrètement... l'autre chose, c'est de ne pas rester et d'attendre. Parce qu'il faut faire des choses, quoi.
où il y a plein de solutions. Hein. On peut prendre des cours de danse, on peut sortir, on peut aller voir plein de spectacles, ça c'est sûr, nécessaire. Aller voir plein de spectacles, aller au cinéma, aller rencontrer des gens, et puis créer aussi, ou produire, ou essayer de fédérer, ou essayer de repérer quelqu'un qui a envie de monter un spectacle, mais qui n'en a peut-être pas autant de confiance en soi qu'il faudrait, d'essayer de lui mettre les cartes en main et de le pousser. Parce que vous ne serez pas forcément un créateur, mais vous pouvez peut-être être un lieutenant aussi, quoi. Parce que tous les créateurs ont besoin de lieutenants, ils ont besoin de gens qui croient en eux aussi. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Premier balcon. Oui. Où êtes-vous? Ici. Coucou dans la loge. Bonsoir. Du coup, moi, ma question, ça concernait vos personnages, en fait, parce que j'ai pas vu toutes les pièces. Je ne fais malheureusement pas partie de cette communauté apparemment très fière de ceux qui ont tout vu. Il y a beaucoup de ressentiment dans votre remarque. Je ne sais pas si quelqu'un de votre entourage proche en fait partie, mais oui. j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler. Mais du coup, j'en ai vu quelques-unes. Et donc, il y a souvent pas mal de personnages. Et en fait, ma question, c'était, est-ce que vous avez prévu un jour de faire un seul en scène, comme je ne sais pas si vous avez vu Une vie sur mesure de Cédric Chapuis? Ouais. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est dans vos projets? Pas vraiment. J'ai rien contre le seul en scène. Il y a des seuls en scène que je trouve extraordinaires et vraiment bouleversants et super. Mais j'avoue que moi, j'aime bien la troupe. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien qu'il y ait des gens au plateau. En plus, aujourd'hui, je peux avoir le luxe d'avoir des gens au plateau. Où il faudrait vraiment que ce soit une histoire qui ne peut que correspondre à ça. Mais j'ai peur que mon inventivité de metteur en scène soit un peu limitée avec une seule personne au plateau. J'ai du mal à exprimer toutes les choses que j'essaie d'exprimer avec une seule personne. Ou alors, il faudrait que cette personne, ce soit moi. C'est-à-dire que ça aurait peut-être du sens qu'un jour, je fasse un seul en scène. Peut-être. Si j'ai des choses à raconter. Mais au moment où je vous en parle, je vois la tournée. Où je vais dîner avec mon régisseur tous les soirs. Et ça me donne pas trop envie. Même si mon régisseur est très sympa, hein, mais juste j'aime bien la troupe, quoi. J'aime bien les gens, j'aime bien. Donc voilà, peut-être pas. Mais je pousse régulièrement mon meilleur ami Régis Vallée, donc mon acteur fétiche. Je lui dis mais fais ton seul en scène et raconte notre histoire, quoi. Raconte tout ça, quoi. Fais ton Cobert et raconte toute la création, tous les trucs qu'on a vécu, tous les débuts, parce qu'il est là depuis le début, donc il y a 1000 trucs à raconter, quoi. Et j'essaie de lui inceptioniser ça dans la tête pour qu'il le fasse un jour. Voilà. Mais moi, voilà, c'est pas mon premier truc, quoi. On m'a proposé plusieurs fois. Hein. On m'a dit est-ce que tu voudrais mettre en scène? Et j'ai dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas quoi faire. Il y a ça que je sais pas faire, et il y a mettre en scène un concert qu'on m'a proposé aussi plusieurs fois. J'ai des potes qui font de la musique. Je connais plusieurs personnes et effectivement, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose, et même des artistes que vraiment j'étais là genre trop cool, quoi. Mais je peux pas. J'ai besoin d'une histoire. J'ai besoin de raconter une histoire et j'arrive pas à raconter une histoire si c'est juste visuel, par exemple. Je fonctionne pas, je travaille pas comme ça, quoi. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Plein de questions à l'orchestre. Est-ce qu'on a un micro à l'orchestre? Vous voulez venir ici, là? Oh, y en a, ouais, après on va aller là-haut. On revient vers vous après. Bonsoir. Bonsoir. Justement, en parlant de vos projets futurs, est-ce que vous en avez déjà en tête et quels sont-ils? Oui. Oui, mais alors, en fait, mes projets futurs, je me rends compte que quand j'en parle, ça ne se fait pas. On va pas porter la poisse. Voilà. Donc du coup, j'en parle plus et je parle que de mes projets actuels ou passés, comme ça, c'est plus simple. Mais j'ai plein d'idées de cinéma, théâtre, machin, tout ça, quoi. Voilà. Merci. D'autres questions, peut-être alors. Et Passeport, en soi, c'était un projet futur il y a 2 semaines encore. C'était un non. Quand on est en répète, ça va. On peut en parler, quoi. Non, mais voilà, je sais pas quel va être mon prochain film, par exemple. Enfin, je le sais, mais je vais pas en parler. Bonjour. Oui, tout à fait. Je vois votre bras levé, madame. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo.
pour toutes Merci. ces pièces et autres. Et moi, en tout cas, pour m'avoir fait aimer le théâtre. J'ai une question peut-être un peu particulière, mais on a beaucoup parlé donc pièces, théâtre, film et autres. Qui êtes-vous, Alexis Michalik, si on ne parle pas de tout ça? Quoi? Si vous devez vous décrire en Moi quelques mots, sans parler théâtre, pièces et autres. Genre qui êtes-vous personnellement, quoi? Par exemple. C'est pas une question simple, mais je trouve que depuis tout à l'heure, on est quand même vachement dans votre élément. Donc voilà. Ok. Je peux répondre, mais il faut poser des questions un peu plus précises quand même. C'est trop vaste de dire qui êtes-vous. C'est un exercice. Très bien. Mais tout ce que je peux vous dire, parce que c'est drôle, c'est que moi j'aime bien quand je rencontre quelqu'un, lui poser des questions, hein, savoir mais alors c'est qui, mais inversement, on peut pas juste me dire et toi vas-y parle. Il faut qu'il y ait quand même un truc un peu plus précis que ça. Eh ben, je peux préciser. Allez-y. Si on devait imaginer votre prochain week-end, qu'est-ce que vous faites? Mon prochain week-end, je pars mercredi en République dominicaine pour 2 semaines de vacances. Alors, en 2 mots, mis à part le théâtre, je joue énormément aux jeux de société avec mes potes. J'ai une grosse bande d'amis et c'est vraiment ma famille. Je les vois tout le temps. Je voyage beaucoup, pas quand j'en ai le temps pour éviter de faire un burn-out. Donc, je voyage énormément. Et c'est vraiment concrètement à peu près ma vie, quoi. Le reste du temps, soit je travaille, soit je voyage ou je joue à des jeux de société. Je bois pas d'alcool, donc voilà. J'adore la planche à voile et voilà quoi. Non, mais c'est une question qui n'est pas simple, mais non, je pense qu'il peut permettre d'apprendre un peu mieux aussi à vous connaître différemment. Non, bien sûr, mais c'est vrai que le sujet de la soirée, c'est plus... non, mais bien sûr. Plus le théâtre que... Mais je pense que ça fait totalement partie du... Bien sûr, ça fait une petite respiration, tout à fait. Non, vous avez raison. Les dames sont d'accord avec moi, même. Eh ben voilà, très bien. Ben voilà, elle m'a écouté. Voilà, fan de loup-garou. Et... Allô? Est-ce que... oui. Bonjour. Alors on est où? On est en haut? On est remonté? Dernier étage. Yes, bonjour. Alors, tout d'abord, bravo pour votre travail. Je vous admire beaucoup. Ça fait 7 ans que je suis en France et depuis que je suis d'origine colombienne. Et depuis que dès que j'ai vu votre travail, je voudrais ramener ça en Colombie ou dans les autres pays d'Amérique du Sud. Donc, possible, hein? Oui, je voulais vous demander ça, si vous prévoyez ramener... je ne savais pas que vous avez ramené Edmond à Buenos Aires. C'est génial. Et aussi une histoire d'amour en Espagne. J'étais en Espagne 1 an avant. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu rester là et passer le casting. Ouais, fallait être là au moment. Mais la Colombie, c'est possible. Hein. Là, on en a parlé de la Colombie. On discute parce que le continent sud-américain, il est passionnant parce qu'en fait, ils parlent tous la même langue. Hein. Donc, Buenos Aires, c'est un hub sur toute l'Amérique latine. Et là où nous, en Europe, on a la barrière de la langue. Si on fait une pièce en français, il faut la traduire, etc., pour l'amener ailleurs. Là-bas, un spectacle peut complètement tourner entre la Colombie, le Mexique, l'Argentine. Enfin, c'est hyper intéressant cet endroit. Mais comment ça se passe? En fait, il faut quelqu'un sur place qui ait vraiment l'envie de créer quelque chose. Il faut un producteur sur place, en fait. Nous, on va pas nous-mêmes se dire « Hey, on va aller jouer notre pièce en Colombie ». Il faut qu'il y ait quelqu'un sur place qui nous accueille. Soit c'est de l'accueil, c'est-à-dire que le spectacle qui tourne en français, soit on le crée là-bas avec une équipe locale. Et dans ce cas-là, il faut vraiment un vrai producteur, quoi, que ce soit un théâtre ou un théâtre public ou un théâtre privé. Mais sur Buenos Aires, c'était un théâtre public assez important parce qu'il faut arriver à avoir les moyens de faire Edmond, quoi. Et il se trouve que la directrice, elle était fan de Cyrano, et donc elle a monté Cyrano et Edmond en même temps. Donc c'était une très bonne opération. Mais que ce soit la Colombie ou le Mexique ou n'importe où, il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas qui ait l'envie de nous faire venir, quoi. Nous, on peut pas démarcher le truc, quoi. D'accord, merci. Voilà. Merci à vous en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a une... Bonsoir.
Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là déjà, merci de répondre à toutes les questions. C'est un plaisir. Plaisir partagé. En tant que metteur en scène, vous avez un style quand même très identifiable, je pense, très dynamique, peu de temps mort, les décors qui changent tout le temps, peut-être qui a inspiré d'autres. Vous avez parlé de Mélodie Mouret, par exemple. Et ma question, c'est est-ce que ça a toujours été votre style, même dans vos premiers Avignon, vos premières mises en scène, ça a toujours été votre style, ou est-ce que vous avez eu un déclic et comment ce style-là est venu? Et question bonus qui n'a rien à voir, est-ce que les détenus qui ont inspiré Intramuros ont vu votre pièce et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, je vais déjà répondre à celle-là. J'en ai aucune idée parce que je connaissais pas leur nom ni rien. Je savais juste que je peux vous en dire. Est-ce qu'ils ont vu la pièce? Aucune idée. Est-ce qu'ils sont encore en prison? Aucune idée. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Aucune idée. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la pièce a été montée en prison, là, cette année, avec des détenus pour la première fois, donc une autre mise en scène avec des détenus mixtes, hommes et femmes, et c'était la première fois que se montait un spectacle en prison avec des détenus mixtes. C'était cette année, ils ont fait Intramuros. Donc, ils ont joué la semaine dernière, malheureusement, j'étais évidemment en train de lancer Passeport, mais voilà, c'était une expérience un peu dingue apparemment, donc j'aurais beaucoup aimé assister à leur présentation. Et ça a été fait aussi en Allemagne. Intramuros, ils l'ont créé et puis ils sont allés le jouer en prison. Et moi, j'aimerais bien jouer, mais c'est forcément compliqué. Et pour le style, en fait, je pense que j'ai toujours eu l'obsession du rythme, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est lié au fait de me dire... il y a un peu d'Avignon dans le côté faut pas que ça dure 1h45. Avignon, faut que le spectacle il soit en 1h30, 1h40. Ça a toujours été ma limite. Et je pense qu'il y a un truc profond de je supporte pas qu'on associe au théâtre cette image d'ennui. C'est un des trucs que je combats fortement. Et quand on parlait de théâtre populaire, c'est ça aussi, quoi. J'ai envie que les gens ils puissent aimer, ne pas aimer, mais par contre, j'ai pas envie qu'ils s'ennuient. J'ai envie qu'ils en sortent en disant j'ai pas regardé ma montre, quoi. Je suis rentré, ça a démarré, je suis sorti, je me suis dit qu'est-ce que je me suis pris. Comme ça m'est arrivé en tant que spectateur devant plein de spectacles, d'arriver, de plonger complètement et de me dire waouh, je pensais pas qu'on pouvait vivre ça au théâtre, quoi. Je pensais que c'était réservé au cinéma, mais non, il y a des trucs fous qui peuvent être faits au théâtre, quoi. Donc et par contre, ce qui est marrant, c'est que tout ce style justement un peu de mise en scène, c'était pas quelque chose de volontaire, c'était quelque chose qui est contraint par la narration. C'est-à-dire que comme je raconte ces histoires avec plein de scènes, plein de décors, plein de personnages qui changent et qui doivent du coup changer, et que je ne veux pas qu'il y ait une pause dans le rythme. Je veux surtout pas qu'il y ait un moment le rideau qui se ferme pour changer le décor, parce que sinon on sort complètement de l'histoire. Donc, je suis obligé de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de pause au niveau auditif. C'est-à-dire que quand une scène se termine, la scène d'après démarre, même si les décors n'ont pas encore changé. Et ça, le cerveau du spectateur, il peut complètement faire le job. C'est-à-dire vraiment, à partir du moment où il entend le début de la scène, la chorégraphie commence, le ballet commence, et on a eu les 3-4 premières répliques et on ne s'est pas rendu compte que ça y est, on a changé de scène. Et ça, c'est le rythme qui fait tout. Si on s'arrête pour changer le décor, alors on voit le changement de décor et il y a un truc magique qui ne se fait pas. Il faut que ce soit intégré à la chorégraphie, en quelque sorte, la transition soit intégrée à la pièce. Et c'est ce qui fait que du coup, on reste complètement dans l'histoire plutôt que d'en sortir, quoi. Donc tous ces ballets, tous ces acteurs qui aident, ça vient de là, ça vient de la nécessité de rester dans l'histoire. Et moi, plus j'ai d'acteurs sur scène, plus je sais que je vais pouvoir avoir des changements de décor chouettes. Dans les producteurs, j'étais comblé. Vraiment, j'avais 16 acteurs, c'était parfait, quoi. Ils allaient tous pouvoir pousser des pianos, arriver avec des trucs, etc. Moins j'ai d'acteurs, plus c'est compliqué. Dans Une histoire d'amour, on n'était que 5, et parmi les 5, il y avait une petite de 12 ans. Donc, je ne peux pas lui faire porter trop de trucs lourds. Donc, on a pris un régisseur plateau. Parce que je savais que ça allait être compliqué, les changements, vu qu'on était sur scène et vu qu'il fallait quand même que j'amène les trucs. Ça ne marchait pas sans régisseur plateau, quoi.
Donc il y a, à chaque fois, je me dis combien j'ai d'acteurs, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire faire. Voilà mes besoins et voilà comment la mise en scène naît. Et souvent, ça naît de contraintes, quoi. Mais c'est un truc hyper important, je trouve. C'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre le cinéma et le théâtre. Le cinéma, c'est un budget, c'est ceci, c'est cela. Le théâtre, et j'en ai l'intime conviction, quand on voit une mise en scène de théâtre, on va être bluffé par l'inventivité plus que par les moyens. Hein, c'est super s'il y a des moyens, mais si ces moyens ne sont pas mis au service d'une inventivité, ça tombe à plat. Starmania, j'ai adoré. S'il n'y a pas le génie de Thomas pour canaliser ce budget, il n'y a pas ce spectacle total. Hein, il y a évidemment les moyens, mais il y a surtout lui sa capacité de dire allez, on va faire sortir 150 projecteurs et là l'image et la machin. Il y a de l'ingéniosité derrière, quoi. Et en revanche, s'il n'y a pas de moyens, avec une chaise et des acteurs, on peut créer une mise en scène, on peut amener de l'ingéniosité, et c'est ça qu'on retient en général. Quand on sort d'un spectacle, on retient et ce moment où tu as vu, il veut nous raconter ça, il prend juste 3 bouts de ficelle et il crée la magie, c'est dingue, c'est ça le théâtre, c'est parce que c'est le pouvoir de l'évocation, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je garde tout le temps en tête. Il vaut inventif plus que dispendieux, quoi. Voilà, plein de mains. Qui va être j'ai fait des études à côté, évidemment, et j'ai pas suivi cette voie-là. Vous recommandez l'école pour comédien? Est-ce que pour acteur aussi? Et est-ce que... C'est quoi la différence? Je pensais que vous alliez dire comédien pour le théâtre et acteur pour le cinéma. Okay. Et est-ce que c'est forcément l'école ou on ne peut pas se lancer en casting comme ça si on fait du théâtre à côté? Et la deuxième question, c'est quand vous écrivez, parce que j'ai l'impression que même par exemple quand vous avez fait votre chronologie, vous écrivez parfois plusieurs pièces en même temps. Comment vous faites pour écrire plusieurs pièces en même temps? Et quand vous avez une idée, vous l'avez expliqué aussi par un endroit, mais quand vous avez une idée et que vous commencez à écrire, est-ce que vous vous renseignez énormément sur le sujet pour pouvoir l'écrire? Vous l'avez fait un endroit pour Passeport, mais est-ce que vous le faites toujours comme ça ou parfois c'est pas du tout ça et juste ça vient et en écrivant devant la page, ça vient? Ok, alors, je vais répondre un peu aux deux. Alors sur l'histoire de l'école, moi, l'école, c'est surtout encore une fois pour tisser du lien. Ça sera toujours un plus parce que ça vous fera rencontrer des gens. Ça vous fera rencontrer des élèves et ces élèves-là, ça se trouve, vous allez retravailler avec eux plus tard. C'est un métier social et c'est un métier où la rencontre compte beaucoup, quoi. Plus que pour ce que vous voulez y apprendre. Et ensuite, acteur, comédien, c'est le même métier, quoi. Vous allez, avec un peu de chance, vous retrouver à faire des castings pour le cinéma, pour la télé, pour ce que vous voulez, pour de la pub, et aussi à faire du théâtre. Et ça se nourrira l'un l'autre. Et donc, plus vous mettez de chance de côté, mieux c'est, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas une obligation de faire une école, mais à choisir, si vous avez l'occasion, faites-le. Et pour le processus d'écriture, je vais répondre globalement sur comment est-ce que je processe, quoi. En fait... ça part de l'idée. Donc, j'écris pas plusieurs trucs en même temps, en fait. En vrai, je cloisonne beaucoup. Mais par contre, j'ai toujours plein d'idées en même temps. Et on a tous des idées. S'il y en a ici qui ont envie d'écrire ou qui ont projet d'écrire. On a tous des idées qui nous viennent. Le plus difficile, c'est d'arriver à cerner laquelle est la bonne. Laquelle a vraiment un potentiel pour devenir autre chose. La réalité, c'est que toutes les idées sont aussi bonnes les unes que les autres. Le plus dur, c'est de prendre l'idée et de l'amener au bout. Et ce chemin-là, c'est ce que j'appelle, moi, la maturation, quoi. C'est-à-dire un truc où on part simplement d'une idée et on structure cette idée pour devenir une histoire complète. Ça peut durer, chez moi, plusieurs mois, plusieurs années. Et en général, c'est parce que l'idée, elle revient, et elle revient, et elle revient. Et je me dis, mais vraiment, celle-là, elle revient, elle persiste. Et en lui laissant de l'air, quand j'y retourne, elle se construit, elle se construit, elle se construit. Et à un moment... on va dire que j'ai plusieurs idées dans des petits tiroirs et elles sont plus ou moins arrosées d'imagination. Et à un moment, il y en a une qui commence à ressembler à quelque chose de solide. Et c'est là que je me dis, bon, je vais l'écrire. Et en général, c'est que je suis capable de la pitcher.
Ça, c'est hyper important aussi de pitcher les idées très tôt. Parce que quand on le raconte à quelqu'un, on se rend compte tout de suite si la personne en face, elle écoute, elle suit, ou si on la perd. Hein, ça, c'est hyper crédible. Là, par exemple, tout à l'heure, on a vu, il y a quelques personnes qui sont levées, qui sont parties, commencent à perdre notre public. Hein, moi, J'allais justement te dire, c'est la dernière... c'est la dernière salve. Ouais. On est dans le moment où là, soit je fais pas attention aux signes, et je dis, on continue une demi-heure, on est bien, machin. Soit on commence à percevoir un peu. Et ben c'est pareil quand on raconte une histoire à une personne. Ben en fait, on voit tout de suite s'il est dans l'histoire ou s'il lâche un peu. Et c'est la première étape. Et c'est comme ça qu'on peaufine une structure et qu'on peaufine un récit. Et une fois qu'on a le récit du début à la fin et que la personne dit « Ah, j'aimerais bien le voir celui-là », ben c'est bon, on peut commencer à écrire. Et là, effectivement, il y a un travail de lecture. Je me nourris parce que en me renseignant, il y a plein de choses qui vont nourrir le sujet, quoi. C'est normal, ça va imbiber ce qu'on est en train de raconter, quoi. Et après, on écrit. Et une fois qu'on écrit, bon, bah, moi, j'aime bien être isolé, j'aime bien être idéalement voilà, dans un endroit où je suis tout seul, où j'ai pas mes potes et où j'ai pas les contraintes du travail. Donc, si je peux être dans le train, si je peux être sur une île, c'est parfait. Et après, on réécrit. Et on réécrit, et on réécrit, on réécrit. Et c'est pareil, on le laisse reposer, on y retourne, on laisse reposer, on y retourne, etc. Et voilà. Et pour finir, il y a souvent, quand on me demande donc globalement des conseils sur comment on fait pour devenir comédien, comment on fait pour devenir metteur en scène ou réalisateur, et comment on fait pour devenir auteur. Comédien, c'est à peu près les trucs que je vous ai dit sur le fait d'être sympa, le fait de travailler, de trouver une école, etc. et multiplier les expériences, blablabla. Metteur en scène ou réalisateur, je dis voilà, globalement, si vous êtes une personne qui, à l'époque, organisait, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, organisait les anniversaires de vos potes, vous avez toutes les qualités nécessaires pour être metteur en scène. Parce que c'est 95% d'organisation. Donc si vous avez une initiative d'organisation, une âme d'organisation, vous êtes taillé pour la mise en scène. Après, est-ce que vous avez quelque chose à raconter, c'est une autre question, mais déjà, vous avez toutes les qualités nécessaires, c'est surtout ça. Et finalement, l'écriture, bah, on me dit, mais c'est quoi? Moi, j'aimerais bien écrire, qu'est-ce que je fais? Bah, écris. En fait, il n'y a pas d'autre conseil que d'écrire, d'ouvrir son... Le plus dur, c'est de commencer et de terminer. Le plus dur, c'est de partir d'un point A, d'arriver à un point Z et de se dire, voilà, ça y est, j'ai écrit mon histoire. Bon, maintenant, je réécris. C'est sûr que d'écriture en écriture, ça va forcément devenir mieux. Mais le plus dur, c'est de continuer à écrire, quoi, et de commencer. Ouais, vous aviez... Ce sera la toute dernière, alors ce sera une réponse concise. On peut dire 3 dernières, allez. J'ai une question au fond de l'orchestre ici. Mais je répondrai plus vite. Parce que sinon, juste c'est un peu là, dur, au fond de quoi. l'orchestre. Alors, on part par où? En orchestre, au fond. En là. orchestre, Coucou. au fond. D'accord, coucou. Oh. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je suis très content d'être là parce que moi, Merci je n'avais à vous. pas mon billet et c'est grâce à cette pancarte que je suis rentré. Une pancarte, ça aide. Donc, ma question, c'est, vous parlez dans une histoire d'amour de ces comédiens espagnols qui avaient perdu leur père. Mhm. Je me demande, en tant que metteur en scène, comment vous faites pour ressortir ces émotions de vos comédiens et quelle est la limite? Je vais pas les chercher, c'est eux qui le font, quoi. Honnêtement, je veux dire, j'ai pas de chacun sa méthode, en fait. Il y a autant de méthodes que de comédiens et d'acteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que je leur dis toujours, non mais en fait, cherche pas à pleurer, quoi. Si t'as pas envie de pleurer, tu pleures pas. C'est nul. Il y a rien de pire que de faire semblant. Non, juste essaie de te connecter à ce que tu racontes, quoi. Juste raconte-moi cette histoire et essaie de me la raconter justement. L'émotion, elle viendra ou elle viendra pas. Elle viendra si tu es connecté à cette émotion et que ça te réveille quelque chose. Moi, toutes les représentations où j'ai joué une histoire d'amour, forcément, il y a des choses qui ressortaient, sans souci, quoi. Mais si ça vient pas, c'est pas grave, en fait. Et d'ailleurs, je dis souvent, tu sais, c'est pas parce qu'on te voit pleurer que ça va être forcément plus émouvant pour le public. Le public, il va être ému parce que tu racontes, pas forcément parce que tu traverses. Donc, voilà. Je suis plus sur raconte l'histoire, quoi. Oui, il y a ça va être des questions très rapides.
Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question sur le rapport que vous pouvez entretenir avec la longévité et l'exportation de vos pièces. Parce qu'à travers les anecdotes que vous nous avez racontées, on voit qu'il y a un rapport très personnel. Vous parlez d'une connexion avec à la fois les acteurs, avec les pièces que vous écrivez, ce qui est plutôt normal. Mais elles s'exportent et elles durent dans le temps. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un petit sentiment de distanciation, de lassitude, même de dépossession? Comment vous gérez ça? Comment vous ressentez ça? Pas du tout? Pas Ok. du tout. Ouais, très bien. Moi, je suis heureux dans la création. Vraiment, c'est un moment privilégié. Je suis jamais aussi heureux que quand je suis en répète. Mais par contre, vraiment, quand c'est fini et que le spectacle il est fait, Ok. amusez-vous bien, les gars. Et même, je les prépare un peu psychologiquement sur les derniers jours, en leur disant, vous savez, je serai pas beaucoup là. Vous savez, à partir de maintenant, c'est Clotilde qui va s'occuper de vous, etc. Maman sera là, mais papa part. Il va travailler, il va faire d'autres spectacles, il va faire d'autres trucs, etc. Donc, non, vraiment, j'ai aucun souci à lâcher le bébé, à dire. Mais puis de temps en temps, je reviens évidemment pour donner quelques notes quand même. Mais non, moi, je trouve ça super de pouvoir avoir ce luxe extraordinaire de me concentrer sur la création et que pour continuer à créer, bah, il me faut du temps libre. Il faut du temps de cerveau disponible, quoi. Je peux pas créer si je dois être tous les soirs à mes spectacles, quoi. Et vous arrivez à retrouver les mêmes émotions quand vous arrivez des mois après avec ces notes, justement? Ça reste dans la même ligne ou c'est... Pas toujours. Pas toujours, ok. Il va pas se mentir, quand je l'ai déjà vu 400 fois, je traîne un peu des pieds pour y aller. Le pire étant quand on m'invite à venir voir des représentations de théâtre amateur de mes pièces. Puisque j'accorde les droits généreusement, à chaque fois, je demande absolument 0 € et je suis très content que les compagnies les montent. Et je leur dis, voilà, si vous montez ma pièce, juste vous m'envoyez des photos du résultat. Et à chaque fois, ils me disent, mais quand même, ce serait super sympa si vous pouviez venir voir le spectacle. On joue le 12 à Chantilly-la-Rue à 14h30 entre machin. Et je dis, bah, écoutez, déjà, moi, je ne supporte plus de voir ma pièce. Mais alors, si en plus, je vais voir ma pièce jouée par des comédiens qui vont pas assez vite, je vais devenir fou, quoi. Donc, ça m'est arrivé d'aller voir mes pièces montées non pas par des amateurs, mais par des professionnels dans d'autres langues ou dans d'autres pays, sans pointer de doigt, et que je sois atterré, quoi. Et que je me dise, mais c'est pas possible, mais qu'il a rien compris à la pièce, quoi, en fait. Ça dure 20 minutes de plus, le rythme est pas là, ils sont tous antipathiques. Qui a décidé de faire ça, quoi? Et ça m'est arrivé de m'embrouiller à la sortie. Et donc, depuis, je vais plus voir mes spectacles. Sauf si vraiment on m'a dit putain, c'est super, faut vraiment que tu viennes, il est vraiment super, et que ça dure et que ça dure. Et que je me dis, bon, allez, d'accord. Donc, la dernière fois que j'y suis allé, c'était pour une histoire d'amour qui avait été montée à Tel Aviv par une compagnie israélienne. Et c'était un super boulot, vraiment. Donc, je suis allé juste avant que la guerre éclate. Et c'était génial. C'était vraiment super. Mais j'ai trop peur d'être déçu. Donc, des fois, je dis, envoyez-moi la capta. Pas mal. Et donc, effectivement, j'ai déjà vu des captas où vraiment je regarde 5 minutes et je fais, je suis si content de ne pas y avoir été.
tout ce qui concerne la direction. C'est plus fort que moi. Également.